Manuel Blanco Romesanta. Né à Escos, en Espagne, le 18 novembre 1809. Manuel Blanco Romesanta est le premier tueur en série enregistré en Espagne. Il était l'un des 5 enfants nés de parents relativement riches, mais un défaut de naissance non nommé semblait jeter sa vie précoce dans la confusion lorsqu'il a été il a été faussement identifié comme une femme à sa naissance. Pendant les 6 premières années de sa vie, Manuel a été nommé Manuela et a été habillé et éduqué comme le serait une femme. Après avoir été identifié comme un homme, la vie de Manuel n'est pas devenue plus facile. Il était déjà traité différemment en raison de son défaut de naissance. Ainsi, la complexité ajoutée d'être considéré comme une femme, puis un homme, a rendu son éducation d'autant plus compliquée. Rappelez-vous, c'était une époque beaucoup plus critique et préjudiciable. Bien qu'il soit issu d'une famille aisée, les parents de Manuel ne lui consacraient que peu de temps. Il excellait dans ses études, cependant, et a rapidement appris à lire et à écrire. Lorsque Manuel a atteint son adolescence, il a cessé de grandir. On estime qu'il mesurait entre 4 pieds, 6 et 4 pieds. En tant qu'adulte, Manuel a tenté de mener une vie normale. Il a travaillé comme tailleur et s'est marié, mais lorsque sa femme est décédée subitement en 1833, il a troqué son mode de vie traditionnel pour un qui le mènerait sur la route, et il est devenu un vendeur itinérant qui a parcouru l'Espagne et le Portugal avant de devenir un guide pour ceux qui voulaient traverser les montagnes de Castille. En 1844, la vie de Manuel a pris un tournant choquant lorsqu'il a été accusé du meurtre d'un homme nommé Vincent Fernandez, un gendarme à Léon qui essayait de recouvrer une dette de Manuel. La dette était due à un fournisseur à Ponferrada pour l'achat de marchandises. Cependant, Manuel n'a pas pu être arrêté car il a fui la région en utilisant un faux passeport et le nom Antonio Gomez. Bien qu'il n'ait pas été présent au procès, celui-ci a eu lieu et il a été condamné par contumace à 10 ans de prison. Après cela, Manuel a vécu en fuite, sachant qu'une décennie derrière les barreaux l'attendait s'il se faisait attraper. Il a continué à voyager et a même passé du temps près de sa ville natale, vivant et travaillant pendant des années sans être appréhendé. Il se liait d'amitié avec les femmes locales et acceptait des emplois inhabituels pour les hommes à l'époque, comme la fabrication de fils, le nettoyage et la cuisine. Cela donnait aux autres hommes l'impression qu'il était efféminé et on disait de lui qu'il était trop doux. Un peu plus tard, Manuel est retourné travailler comme guide dans les montagnes. Puis, sur une période de plusieurs années, dans la ville où Manuel s'était installé et dans les environs, des personnes ont commencé à disparaître. Pendant un certain temps, ces disparitions ont été relativement discrètes, car Manuel écrivait aux familles de ceux qui avaient disparu, écrivant comme s'il était leur proche et entretenant la prétention qu'ils étaient toujours en voyage. Cela a écarté les soupçons pendant un certain temps. Lorsque les disparitions ont finalement été remarquées, personne ne soupçonnait que Manuel était impliqué, car il n'y avait tout simplement aucun lien entre lui et les disparus. Lorsque les corps ont commencé à être retrouvés, certains avaient été si brutalement mutilés que leurs proches ne pouvaient même pas les identifier. Les soupçons ont commencé à grandir lentement. Des murmures ont commencé, affirmant que Manuel tuait des gens et vendait leurs biens. Mais ce n'est qu'en 1852 que la première accusation formelle a été portée contre lui. L'accusation affirmait qu'il avait utilisé la graisse corporelle de ses victimes pour fabriquer du savon qu'il vendait ensuite. Cela a été prouvé plus tard comme étant vrai. En septembre de cette année-là, Manuel Ascial a été arrêté à Nombela. Il a été transféré plus tard à la ville d'Alaraz où il a été jugé pour 13 meurtres. Ses victimes étaient âgées de 10 à 47 ans. Au début du procès, l'homme maintenant âgé de 43 ans a reconnu sa culpabilité dans tous les 13 cas. Cependant, il a prétendu qu'il n'était responsable d'aucun d'entre eux car il souffrait d'une malédiction qui le transformait en loup. Manuel a continué à dire que la première fois qu'il s'est transformé, il était dans les montagnes et a été approché par 2 loups. Il a déclaré que pendant sa transformation, il est tombé au sol et son corps a commencé à convulser avant qu'il ne se roule 3 fois. Il prétend avoir passé 5 jours en tant que loup avant que lui et les 2 autres ne redeviennent humains. Les 2 autres hommes s'appelaient, soi-disant, Antonio et Don. Et Manuel a expliqué qu'ils étaient également maudits et que le trio mangeait des gens quand ils avaient faim.
Même au milieu du 19e siècle, en pleine famine, et avec la détérioration de la santé mentale de la population, l'histoire de Manuel a été fortement mise en doute par les tribunaux. Le procureur lui a demandé de se transformer et de le prouver, mais l'homme de 43 ans a affirmé qu'il ne pouvait plus se transformer car la malédiction avait duré 13 ans et avait expiré la semaine précédant son procès. Manuel a été acquitté de 4 des meurtres car ils ont été jugés comme étant le résultat d'une véritable attaque de loup, mais les 9 autres victimes montraient des signes d'avoir été massacrées par un humain, et donc il a été reconnu coupable de tous ces meurtres. Le procès a duré 7 mois et s'est conclu le 6 avril 1853. Le compte-rendu du tribunal qui en a résulté faisait environ 2000 pages. Manuel a été condamné à mort par garrot. Puis, un homme connu uniquement sous le nom de Monsieur Phillips a écrit au ministre espagnol de la Justice pour affirmer que l'homme de 45 ans souffrait de lycanthropie clinique, un syndrome psychiatrique qui implique l'illusion que le patient peut se transformer ou est simplement un animal. Monsieur Phillips a affirmé qu'il pouvait traiter Manuel par hypnose. L'identité de ce Monsieur Phillips n'est pas confirmée, mais on pense qu'il était un médecin français vivant à Londres à l'époque qui avait été exilé au Royaume-Uni et qui est ensuite retourné en France sous le pseudonyme de Monsieur Phillips. Le ministre a ensuite écrit à la reine d'Espagne, Isabelle II, qui a personnellement commué la peine de Manuel en mai de 1854 pour permettre aux experts d'étudier le cas. De là, Manuel a été transféré dans une prison à Celenova, où l'homme de 45 ans aurait décédé peu de temps après son arrivée. Il y a des histoires contradictoires sur la fin de Manuel, certains disant qu'il a été abattu par un gardien de prison qui voulait le voir se transformer, et d'autres disant qu'il est simplement décédé d'une maladie. Comme les registres de la prison où il a fini n'existent plus, il y a eu plusieurs tentatives pour découvrir le véritable sort de Manuel, y compris 2 articles de journaux en 2011 qui indiquaient qu'il était décédé le 14 décembre 1863 d'un cancer de l'estomac. Les théories modernes sur Manuel proposent qu'il avait un trouble de la personnalité antisociale ou peut-être une condition intersexuelle. On n'a jamais soupçonné Manuel d'avoir joué un rôle dans la disparition de sa femme. Son histoire a inspiré 2 films en Espagne. Il était maintenant apparemment devenu une partie du folklore espagnol en tant que le loup-garou d'Alares et est connu sous le nom de l'homme de Suif, un surnom qu'il a gagné de son temps passé à fabriquer du savon, à partir des graisses de ses victimes. Bien que son cas soit largement oublié en dehors de l'Espagne, il est peut-être l'un des tueurs en série les plus macabres du XIXe siècle. John Edward Rudolph. John Edward Rudolph, également connu sous le nom de Rudolphson, est né le 9 juillet 1820 au Nouveau-Brunswick, au Canada. Il a eu plusieurs carrières liées au cours de sa vie, notamment avocat, directeur d'école, photographe et philologue. Mais il était peut-être le plus connu en tant que criminel de carrière. Linguiste autodidacte qui avait maîtrisé plusieurs langues, il était considéré comme un individu extrêmement intelligent, mais dangereux. John est également connu comme l'homme eau de vie, qui découle d'une biographie écrite sur sa vie en 1871 et comme le tueur génie, un nom qui a suivi la découverte de son grand cerveau après son décès. Le cerveau de John serait le 2e plus grand jamais enregistré et est actuellement exposé à la collection de cerveaux Wilder dans le département de psychologie de l'université Cornell à New York. Bien que l'on ne sache pas grand-chose de l'éducation de John, nous savons que ses parents étaient des immigrants allemands et qu'il avait un frère nommé William qui est devenu un photographe à succès. À l'âge de 20 ans, John avait travaillé dans un cabinet d'avocats et avait passé 2 ans en prison pour détournement de fonds, confirmant son statut d'homme eau de vie. En 1842, John déménage à Dryden dans le nord de l'État de New York, où il travaille comme enseignant et étudie la médecine botanique avec le docteur Henry Bull. L'année suivante, le jeune homme d'une 20aine d'années a épousé la cousine de 17 ans du docteur Bull, une fille nommée Harriet Schutt. Le couple a abandonné la cour traditionnelle formelle et leur mariage est allé à l'encontre des souhaits de la famille Schutt, qui ne voulait pas que le couple se marie parce que John était d'un rang social inférieur. Malgré cela, ils se sont mariés le 31 décembre 1843. On notait que John était possessif et un mari jaloux. Quelques semaines après leur mariage, il aurait frappé sa femme avec un pilon et l'aurait fréquemment battue.
Apparemment, il a une fois vu Harriet embrasser le docteur Bull et il l'a ensuite mise de côté et a sorti une fiole de sa poche, lui disant qu'elle contenait du poison. Il prétendait que c'était la même qu'il avait utilisée pour tuer sa nièce et sa belle-sœur, qui étaient mortes alors qu'elles étaient sous ses soins médicaux. John était censé soigner le duo après qu'ils aient attrapé une infection, mais on pense qu'ils sont les premières victimes de sa série de meurtres. John a dit à Harriet de boire le poison et qu'ils mourraient ensemble. Cependant, sa femme a commencé à crier désespérément à l'aide. Alors, il a tenté de la calmer et lui a dit que tout cela n'était qu'une simple blague. Malgré la nature dangereuse de leur relation, Harriet est restée avec John et le couple a déménagé à Lansing, New York, où Harriet a donné naissance à une petite fille nommée Priscilla. John voulait que sa famille s'éloigne davantage des Shute et le 22 juin 1844, le couple s'est disputé à ce sujet. John a essayé de faire pression sur Harriet pour qu'elle déménage en Ohio, où il prévoyait de se lancer dans le droit ou l'enseignement, mais elle a refusé et a menacé de retourner chez sa famille avec le bébé. En retour, John a accusé sa femme d'avoir eu une liaison avec le Dr Bull avant de la frapper mortellement à la tête avec un gros pilon lourd. Après cela, John a décidé qu'il se suiciderait, mais a constaté qu'il ne pouvait tout simplement pas. Le lendemain, il a emprunté un cheval et une charrette à ses voisins sous prétexte de rendre une grande malle à son oncle. Ses voisins l'ont regardé placer un grand sac dans la charrette et ils ont remarqué que John se dirigeait vers le lac Cayuga qui était dans la direction opposée de celle où il disait aller. Quand il est revenu, la malle était toujours dans la charrette mais le sac avait disparu. John a dit à ses voisins qu'il serait absent de la ville pendant quelques semaines avec sa famille et aurait apparemment quitté sa maison en désordre. À son retour, des rumeurs circulaient selon lesquelles John avait tué sa femme et son enfant. Bien qu'il ait nié cela, la famille Shute l'a ensuite confronté. Bien que John ait d'abord dit que Harriet l'avait quitté, il a ensuite changé son histoire pour dire que le trio avait déménagé en Ohio, mais la famille n'a pas accepté ses excuses, surtout que tous les vêtements et effets personnels de Harriet étaient toujours dans la maison qu'elle partageait avec John. Bien qu'il ait ensuite tenté de fuir à nouveau la ville, John a été poursuivi par son beau-frère. Pendant ce temps, il a traversé Genève, Rochester et Buffalo avant que son beau-frère ne le trouve et ne l'arrête à Cleveland. John a ensuite été amené à Ithaca pour son jugement. Le lac Cayuga a été dragué à la recherche de signes du corps de Harriet ou de Priscilla, mais aucun n'a pu être trouvé. Comme le grand jury n'était pas disposé à inculper John pour un meurtre sans corps, il a été accusé à la place d'un enlèvement. Lors de son procès, en 1846, John a agi en tant que son propre avocat de la défense, se concentrant sur le manque de preuves que le ministère public avait qu'un crime avait même été commis. Néanmoins, il a été reconnu coupable d'enlèvement et condamné à 10 ans de prison. En prison, John n'a pas perdu son temps. Il a étudié la philologie, l'étude du développement historique et de la structure des langues, et a formulé sa propre théorie sur l'évolution des langues qu'il avait l'intention de publier lorsqu'il serait libéré de prison. Il a même reçu une autorisation spéciale pour enseigner à d'autres dans sa cellule. Cependant, les projets futurs de John ont commencé à s'effondrer lorsqu'il a été informé que le comté de Tompkins prévoyait de l'accuser de meurtre à sa libération. Il a donc répliqué en invoquant la double peine et a commencé une bataille juridique depuis la prison. Le procureur a abandonné les charges pour le meurtre d'Harriet et les a remplacées par celles de Priscilla. Malgré sa culpabilité reconnue en 1858, John a échappé à la garde à vue avant sa condamnation. On croit largement que son évasion a été aidée par l'une des deux personnes. C'était soit Albert Jarvis, le fils du sous-shérif d'Ithaca, qui avait été tutoré par John en grec et en latin et qui deviendrait plus tard son complice dans le crime, soit par Jane, la mère d'Albert, qui s'était liée d'amitié avec John et qui prétendait qu'il ne pouvait pas être coupable d'avoir tué sa femme et son enfant. John s'est enfui vers l'ouest. Il se serait nourri de noix sauvages et de nourriture volée dans des fermes. Durant sa cavale, il a perdu 2 orteils à cause d'engelures. Lorsqu'il est arrivé en Pennsylvanie, il a rapidement noué des relations et impressionné les hauts responsables du Jefferson College qui lui ont offert un poste de professeur, mais il a ensuite reçu une lettre d'Albert Jarvis qui prétendait qu'il et sa mère étaient sans le sou et avaient besoin d'aide. Albert a menacé John s'il ne les aidait pas. Alors, John a continué à cambrioler une bijouterie où il a été attrapé et renvoyé à Ithaca. Malgré le fait que plusieurs accusations s'accumulaient contre l'homme de 38 ans, il a réussi à être acquitté de sa condamnation pour meurtre et a été libéré lorsque les autorités ont décidé de ne pas poursuivre davantage.
Après cela, John a déménagé à New York où lui et Albert Jarvis ont survécu en tant que criminels de carrière, volant partout et à qui ils pouvaient. En 1861, John a passé 2 années supplémentaires en prison où il a rencontré William Dexter qu'il a utilisé comme partenaire dans ses activités criminelles. Le prochain vol que le trio a prévu était celui d'un magasin de produits secs à New York le 17 août en 1870. 2 employés, Frederick Merrick et Gilbert Burroughs, dormaient à l'étage pendant que les 3 hommes s'introduisaient par effraction. Du chloroforme a été utilisé pour garder les employés endormis, mais Albert Jarvis a trébuché, les réveillant. Merrick a tenté de tirer sur les cambrioleurs, mais le pistolet n'a pas fonctionné. Il a alors saisi un tabouret et l'a lancé sur les hommes. John commençait déjà à fuir la scène, mais William Dexter a été attrapé par Burroughs et les 2 employés du magasin ont commencé à le battre. Albert et John sont revenus pour sauver William, John tirant un coup de feu d'avertissement dans l'air. Malgré un 2e coup de feu, les employés du magasin ont continué. Alors John a appuyé sur la gâchette sur Merrick, le tuant instantanément. Les 3 cambrioleurs ont pris la fuite, mais à ce stade, ils avaient manqué le bateau qui les emmènerait de l'autre côté de la rivière Chenango. Ils ont tenté de traverser à la nage, mais Albert et William ont succombé au courant. Seul John a réussi à atteindre l'autre rive vivant. Il aurait apparemment laissé ses chaussures sur la rive et laissé des empreintes de pas distinctes montrant qu'il lui manquait 2 orteils, un indice vital pour les forces de l'ordre. Les corps des autres hommes ont été récupérés le lendemain matin. Pendant ce temps, le dernier employé du magasin, Gilbert Burroughs, a alerté la police de ce qui s'était passé et le lendemain, les forces de l'ordre ont commencé à arrêter des hommes qui semblaient suspects. John s'est mis une cible dans le dos lorsqu'il a refusé de donner son nom à un policier et a plutôt traversé les voies ferrées à proximité et a été retrouvé dans les toilettes d'une ferme. John a essayé de se faire passer pour l'un de ses nombreux alias, utilisant le nom Charles Augustus et plus tard le nom George Williams. Il a été amené devant les 2 corps de ses complices du cambriolage et a nié les connaître. Mais il a été reconnu par un spectateur, un juge, qui se souvenait de lui pour les meurtres de sa femme et de son enfant. Le nouveau procès de John a commencé en janvier 1871 et il est devenu une sensation médiatique attirant des milliers de spectateurs. John, âgé de 50 ans, a mené une fois de plus sa propre défense. Il a été reconnu coupable le 3 mars et a été condamné à être pendu. Alors qu'il était dans le couloir de la mort, il a finalement avoué avoir tué sa femme et a décrit sa fin en grand détail. Cependant, il n'a pas avoué avoir exécuté Priscilla, âgée de 3 mois, laissant beaucoup se demander s'il l'avait confiée à des membres de sa famille pour qu'ils s'en occupent. John Roloff a été exécuté le 18 mai 1871. Malgré l'étiquette de génie qui lui a été attribuée, beaucoup pensent que John n'était qu'un imposteur et un prétendant, bien qu'il soit indéniable qu'il était un escroc talentueux qui avait réussi à échapper à la justice à de nombreuses reprises et avait obtenu d'excellents postes bien rémunérés malgré un manque flagrant de qualifications réelles. Ces dernières années, l'héritage de John Roloff a principalement sombré dans l'oubli. Un bar portant son nom a été ouvert à Ithaca en 1977, mais a depuis fermé ses portes. John a été le dernier homme à être exécuté par pendaison publique dans l'État de New York. Le sort de Priscilla, la fille de John, reste inconnu et ni son corps ni celui de sa mère n'ont jamais été retrouvés. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Si vous voulez plus de contenu sur les crimes réels, écoutez le podcast Détective de Cold Case en suivant le lien ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.